Bienvenue dans Voices for Change, un podcast proposé par EcoCert. Il s'inscrit dans le cadre de la célébration des 30 ans du groupe. Chaque épisode donne la parole à un expert ou acteur du développement durable. Avec eux, nous nous penchons sur un domaine, un engagement particulier qui concerne EcoCert. Notre invité dévoile librement son analyse, apporte ses solutions et nous invite à nous interroger sur nos habitudes. Ils sont de généreux avocats d'action menant à un monde durable et responsable. Nous espérons que leurs voix résonneront en vous. Jocelyne Porcher, zootechnicienne et sociologue à l'INRA, est l'invitée de cet épisode où nous chercherons à déterminer la place de l'élevage dans un monde aux ressources limitées. Elle nous expliquera les limites de la production alimentaire industrielle, mais aussi comment travailler de façon éthique avec les animaux, tout en étant capable de nourrir bientôt 10 milliards de terriens. Donc tout d'abord, Madame Porcher, est-ce que vous pourriez nous donner votre nom, prénom et l'intitulé exact de votre profession? Eh bien, donc je m'appelle Jocelyne Porcher, je suis directrice de recherche à INRAE et je travaille sur les relations de travail entre humains et animaux. Je suis zootechnicienne et sociologue. Pouvez-vous nous présenter votre parcours en 3 étapes clés ou 3 points clés, comme vous préférez? En fait, mon parcours a été marqué par des ruptures. La première, c'est avec mon métier de secrétaire. Quand j'étais jeune, je travaillais à Paris, je suis partie à la campagne et progressivement, je me suis installée comme agricultrice. Deuxième rupture, c'est que j'ai quitté ce métier d'agricultrice une dizaine d'années après pour reprendre des études agricoles qui m'ont mené du bac agricole au doctorat. Et en fait, une troisième rupture ensuite qui a fait que j'avais entamé ces études agricoles parce que j'aime les études, j'aime étudier. Mais finalement, au fur et à mesure de mon parcours, je me suis aperçu que la recherche, c'était un métier qui me plaisait, qui pouvait être très efficace pour agir sur le monde social. J'étais intéressée par la sociologie, donc du coup, j'ai cherché à être chercheur et donc j'ai été recruté à l'INRA en 2002. Pourquoi parlez-vous de rupture? C'est des ruptures, la première de quitter Paris, le milieu urbain, tout ce que je connaissais en fait, puisque je connaissais pas du tout la campagne, le milieu rural, c'était vraiment un monde complètement inconnu pour moi. Donc c'est vraiment quand même une rupture, la découverte du monde rural, la découverte des animaux de ferme, la découverte de ce que c'était que produire pour manger. Ça, c'était vraiment une découverte énorme pour moi, d'avoir toujours acheté des produits dans les magasins sans jamais chercher à savoir vraiment d'où ils venaient, même si, bon, évidemment, je savais qu'il y avait des agriculteurs derrière, mais et en étant moi-même plongé dans le monde rural, en ayant des poules pour avoir des œufs, etc., j'ai vraiment compris là que pour manger, il fallait produire et que il y avait différentes façons de produire et que c'était un travail et que c'était un travail aussi pour les animaux, quoi, que tout ça impliquait des liens avec les animaux. Quelle est selon vous la place de l'élevage par rapport aux filières alimentaires et éventuellement non alimentaires? Je veux préciser quand on parle d'élevage parce que le terme est galvaudé et du coup recouvre différentes acceptions qui empêchent la compréhension justement de ce que c'est que l'élevage, puisqu'on entend parler d'élevage industriel, d'élevage de 50 000 poules. Bon, évidemment, c'est pas de l'élevage. Et là, le fond de mes recherches depuis 25 ans, c'est de poser des différences, de conceptualiser les différences entre élevage et ce que j'appelle production animale. Enfin, ce que j'appelle production animale, j'ai repris le terme des zootechniciens du 19e siècle qui ont conceptualisé la production animale, la production de la matière animale en fait à partir des animaux. Donc je fais une grande différence, enfin, c'est vraiment le cœur de mes recherches d'avoir montré ça, entre l'élevage, c'est-à-dire le fait d'élever les animaux, et les productions animales, c'est-à-dire le fait de produire de la matière animale. Et donc les différences sont importantes, c'est des mondes complètement différents, des objectifs différents, des relations avec les animaux et avec la nature complètement différents. L'élevage, on peut notamment voir les différences dans les rationalités du travail. Ça, c'est un point que j'ai beaucoup travaillé, c'est-à-dire que le travail dans les systèmes industriels, dans les productions animales, il sert à faire du profit et c'est tout. Il a une rationalité technique, économique, il n'en a pas d'autre. On ne travaille pas dans une porcherie industrielle pour vivre avec les animaux, alors que les rationalités du travail en élevage sont très liées à la relation aux animaux, la relation à la nature. Et l'élevage a aussi d'ailleurs des rationalités morales, des rationalités esthétiques, bref, un ensemble de rationalités qui font que c'est un rapport complexe à la vie, à la nature, aux animaux, aux autres, aux consommateurs, évidemment, les éleveurs, il y a une dimension éthique, morale dans les rapports de travail des éleveurs aux animaux, à la nature et aussi à leurs clients, leurs consommateurs, pour qui ils produisent et quoi. C'est très différent
des productions animales. Et ça, c'est un enjeu, je pense, très fort pour la bio de sortir des productions animales et de bien faire les différences, de parler d'élevage quand on parle d'élevage, de parler de production animale quand on parle de production animale. Par exemple, de mon point de vue, il n'y a pas de production animale bio. Ça, c'est un oxymore, quoi. Si c'est des productions animales, on n'est pas dans la bio, quoi. On est dans un rapport d'exploitation aux animaux et à la nature. Donc c'est important, je pense, cette distinction est très importante, de toute façon, elle est très importante de mon point de vue pour penser les transformations des systèmes d'élevage. Et du coup, selon vous, est-il possible ou pourquoi est-ce qu'on peut vivre et travailler avec des animaux de ferme ? Est-ce que ces termes sont possibles ? Oui, c'est le travail qui fait les liens. Enfin, je pense plus largement d'ailleurs que nos relations aux animaux domestiques sont construites par le travail, que la domestication, c'est une dynamique de nos rapports de travail aux animaux. C'est vraiment un terme central qui définit les animaux de ferme, qui définit nos liens avec eux, quoi. C'est à la fois, on travaille avec eux et bon, ce que j'ai montré, ce qu'on travaille avec mon équipe, c'est le fait que les animaux, eux aussi, travaillent, quoi. Non seulement ils sont engagés dans un rapport de travail avec nous, mais ils sont aussi engagés dans le travail de leur propre point de vue, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont une place dans le travail qui n'est pas seulement d'être objet du travail, d'une certaine manière. Et évidemment, ça dépend des systèmes de production, ça dépend des productions, ça dépend d'un tas de choses, mais ils sont plus ou moins acteurs du travail. Mais même peu, ils le sont, quoi. Est-ce que selon vous, une bonne alimentation est possible par les systèmes industriels ? Non, alors je crois que les systèmes industriels, ce que je viens de dire, ils n'ont pas pour but de nourrir les gens, ils n'ont pas pour but de créer des relations avec les animaux, ni de permettre l'épanouissement au travail des personnes. C'est des systèmes qui sont uniquement orientés sur la génération du profit. Et donc, ce que les systèmes industriels produisent, et même plus les productions animales, c'est les produits les rentables le plus rapidement possible et avec le maximum de profit possible. C'est le sens des porcheries industrielles dans lesquelles j'ai travaillé quand j'étais jeune. C'est le sens de tous les systèmes avicoles, les poules entassées les unes sur les autres, etc. L'objectif, c'est de faire du profit rapidement. Donc la qualité de l'alimentation, elle n'est pas du tout prise en compte. Ce qui est pris en compte, et depuis le 19e siècle d'ailleurs, c'est l'hygiène, c'est-à-dire la maîtrise du microbisme, etc. Ce que les produits, c'est ça qui amène à cette surprotection dans les productions animales, que ce soit au niveau de la production, de la transformation, là, où on voit des gens harnachés de pied en cap, là, de plastique, pour éviter la diffusion des microbes. En fait, ces systèmes industriels, puis on peut y penser dans le contexte actuel de crise sanitaire, c'est des générateurs extraordinaires de virus, quoi. C'est des systèmes, les systèmes industriels sont absolument contre la vie. Enfermer les animaux, les priver de tout rapport au monde, les sortir à ce point de leur rapport au monde, de ce qui fait sens pour eux et qui leur procure du plaisir à vivre et de la santé, c'est complètement insoutenable. C'est insoutenable du point de vue moi, j'ai beaucoup travaillé sur la souffrance au travail dans ces systèmes, la souffrance des humains et des animaux. C'est des systèmes qui sont pas soutenables. Ils sont pas soutenables non plus du point de vue de l'alimentation. Voilà, le but, c'est pas de produire des aliments qui participent à la santé, qui soient bons au goût. C'est de vendre, quoi. C'est dans le respect des normes sanitaires. Voilà, c'est ça l'objectif. Et la grande crainte des industriels, évidemment, c'est le microbe, le virus qui réussit voilà. Il n'y a pas une question d'accessibilité de l'alimentation pour tous aussi, à travers les systèmes industriels ? Non, ça c'est, je pense que l'idée que les systèmes industriels rendraient possible l'alimentation de tous les budgets, etc., c'est un faux prétexte, parce qu'au contraire, plus les systèmes industriels se développent, plus l'élevage paysan régresse, et plus les prix baissent, mais les salaires baissent. C'est-à-dire, évidemment, il y a un lien entre les salaires dans les productions animales, dans l'agriculture, mais aussi dans le monde en général, et le prix de l'alimentation. C'est vrai que le prix de l'alimentation a été considéré, après la Seconde Guerre mondiale, on nous a dit avec l'industrialisation de l'élevage que c'était bien de payer 3 fois rien notre aliment, et le budget consacré à l'alimentation a effectivement drastiquement baissé. Mais c'est ça qu'il faut reconsidérer, c'est que l'alimentation, c'est la base de notre vie, de notre santé, et que s'il y a un poste budgétaire où on doit mettre de l'argent, c'est celui-là, en fait. Et contrairement, à tout ce qui a été dit pendant plusieurs décennies d'industrialisation de l'agriculture. C'est mettre l'argent nécessaire pour payer les paysans dans l'alimentation, c'est vraiment le minimum à faire. Après, dans le contexte actuel, c'est sûr que tout le monde ne peut pas avoir accès aux mêmes produits, mais en même temps, l'enjeu, c'est que tout le monde ait accès quand même à une alimentation digne de ce nom. Et c'est vrai que c'est
ça passerait par l'installation de milliers de paysans qui pourraient fournir une alimentation locale pour tous, quoi. Enfin, ça serait possible, hein. C'est des choix politiques. Est-ce qu'on continue à soutenir les systèmes industriels au niveau européen et français, pour ce qui nous concerne, ou est-ce qu'on rompt complètement avec ce modèle qui est complètement dépassé, destructeur de l'environnement, des animaux, de notre alimentation, de nos liens, enfin qui est vraiment un système désastreux. Est-ce qu'on en sort en installant, parce que la façon d'en sortir, et là actuellement il y en a deux. Il y a où on installe des milliers de paysans pour refaire un tissu de producteurs autour des villes et partout en France, quoi, capable d'alimenter, de nourrir la population, ou est-ce qu'on fait confiance, par exemple, à ce qui est aussi un sujet de mes recherches, à l'agriculture cellulaire, ce qui est une proposition montante, viande in vitro, etc., pour proposer un système industriel biotech au lieu d'un système industriel qui est une industrie lourde. Le système industriel actuel, c'est une industrie lourde, polluante, etc., enfin voilà, avec l'aspect désastreux que je viens de dire. Il tend, dans le contexte actuel, des biotechnologies et de l'agriculture numérique à être remplacée par l'agriculture cellulaire, qui est une façon de produire non plus à partir des animaux, mais à partir de la cellule dans des incubateurs. Donc on a vraiment précisément maintenant, on a le choix entre un type d'agriculture renouvelée qui repose sur ce que c'est qu'être paysan, produire des aliments, entretenir la nature, relationner avec les animaux, etc. Et poursuivre dans la voie de l'industrialisation avec cette forme biotech du rapport aux animaux, qui est exactement la même pensée zootechnique au XIXe siècle, où l'animal, c'est juste un objet de production de la matière animale, quoi. Vous avez en partie répondu à la question que j'allais vous poser, mais d'ici 2050, la consommation de viande est censée encore doubler. Est-ce qu'il sera possible de nourrir tout le monde? Et comment? Je pense que les évaluations de la consommation de viande, etc., elles reposent sur l'offre des systèmes industriels et sur leur promotion de ces produits. Enfin, l'idée, évidemment, c'est de manger moins de viande. Là, on a été poussé en tant que consommateur depuis les années 50 à consommer de la viande et des produits animaux, d'ailleurs plus largement de façon complètement excessive, sans rapport du tout avec nos besoins. Évidemment, si on commençait par se dire il nous faut des produits animaux de qualité et il faut qu'on en mange raisonnablement, ce n'est pas nécessaire de manger de la viande tous les jours et pas nécessaire de manger des produits laitiers ni des œufs tous les jours. Enfin, ces produits animaux, c'est des aliments précieux, c'est des aliments riches, c'est des aliments qui ont une valeur en tant qu'aliment, mais aussi une valeur morale du point de vue de nos relations aux animaux. Ces produits ont été complètement dégradés par la production industrielle, où maintenant acheter des œufs, c'est comme si on n'achetait rien du tout. Tous les produits animaux, ils ont une valeur, c'est une richesse, et donc il faudrait reconsidérer leur valeur, parce que derrière, il y a la valeur du travail des humains et des animaux, et du coup, en consommer moins et vraiment essayer de consommer les produits les meilleurs possibles issus de l'agriculture paysanne. Alors ça va effectivement avec une diminution de la consommation, mais aussi avec un arrêt de la puissance de l'agro-industrie à exporter ce modèle industriel dans des pays où jusqu'à présent d'ailleurs on mangeait pas forcément ni beaucoup de viande ni beaucoup de produits laitiers, et d'essayer à toute force que les gens consomment ces produits. L'évaluation de la demande en viande, elle est vraie, c'est celle des productions animales, c'est pas celle de la réalité des besoins des personnes, quoi. Il y a une espèce de fiction des productions animales sur cette évaluation. C'est comme nous, je veux dire, nous, on n'a pas demandé en tant que Français, après la guerre, à consommer des tonnes de viande et des tonnes de produits laitiers. On nous a dit, c'est bon, enfin, regardez toute la promotion de la viande et des produits laitiers qui ont été faites après la guerre par les, entre guillemets, modernisateurs. Mangez de la viande, allez, suivez le bœuf, mangez des produits laitiers, allez, distribuer du lait aux enfants dans les écoles, etc. Voilà, il y a toute une propagande pour vendre ces produits animaux, parce qu'ils sont produits. C'est comme de vendre des petits saucissons pour les enfants aujourd'hui à la récré, quoi. C'est pas pour nourrir les gens que la filière porcine produit des millions de cochons. C'est pour gagner de l'argent, et pour qu'ils gagnent de l'argent, il faut bien qu'on les achète, ces produits. Et on les achète d'ailleurs, pas forcément qu'on les consomme, puisqu'on sait que 30% de ce qu'on achète, on le met à la poubelle. Donc, mais ça dérange pas les productions animales qu'on jette, du moment qu'on achète. Donc c'est pas, je crois qu'il faudrait arrêter avec cette fiction comme si les gens ici et ailleurs, je pense que faut faire la part entre les besoins réels des personnes, ici ou ailleurs, et puis la propagande des productions animales pour s'étendre et garder son hégémonie sur la production. Et que ça n'apparaisse pas comme une frustration pour les consommateurs voilà. du quotidien.
Je vous ai entendu en interview dire des choses assez intéressantes sur l'utilisation des mots que l'on fait. Vous distinguiez, par exemple, vous réagissiez à une expression, quelqu'un disait manger des animaux, et vous expliquiez très bien la différence entre les produits carnés, la viande et les animaux. Et vous expliquiez également très bien que finalement, vivre avec les animaux, c'était accepter la possibilité de leur mort. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendiez par là? Oui, alors je pense que ça va avec l'idée d'assumer, oui, qu'on est omnivore, et donc si on est omnivore, on est aussi un peu carnivore. Non pas carnivore, on n'est pas des carnivores comme les chiens ou les chats, on est des omnivores, donc et en partie carnivores. Effectivement, je crois qu'il faut l'assumer du point de vue de l'alimentation. Et sur la question de manger les animaux, effectivement, c'est vrai que c'est important quand même de corriger dans les représentations, parce qu'effectivement, on mange pas des animaux. Et par exemple, les seuls animaux qu'on mange, de mon point de vue, c'est les crustacés, les huîtres. On mange les animaux, là. C'est-à-dire, il n'y a aucun travail humain à part d'ouvrir la coquille pour absorber l'animal. Alors que si on mange un gigot, si on mange la viande bovine ou autre, on mange pas l'animal, on mange un produit animal. Ça peut être le lait, ça peut être les œufs, ça peut être de la viande. Mais on a tué l'animal, et à partir de la carcasse de l'animal, et ça, vraiment, je pense qu'il faut le dire par rapport aux véganes ou aux végétariens qui disent que c'est un cadavre, un animal qu'on vient de tuer, c'est pas un cadavre, parce que justement, cet animal qu'on vient de tuer, il ne deviendra pas cadavre. C'est-à-dire qu'on travaille tout de suite cette carcasse pour obtenir des produits. Voilà, on découpe, on enlève la peau, on travaille la carcasse pour faire de la viande. Voilà, c'est un travail. Je veux dire, c'est une expertise de découper les. Du coup, c'est pas un animal. L'animal, il existe quand il est vivant. Voilà. D'ailleurs, animal, c'est la vie, le souffle. Voilà. Donc, l'animal, voilà, la brebis, par exemple, l'agneau, le veau, il est vivant. C'est un animal. On le tue, et je le ressens, je le sais par expérience professionnelle pour moi-même, mais aussi parce que j'ai rencontré des centaines d'éleveurs. Et cette distinction, elle est fondamentale. À partir du moment où l'animal est mort, c'est plus un animal, c'est la carcasse de l'animal, et c'est cette carcasse qui n'est pas cadavre, parce qu'elle n'aura pas le temps de devenir cadavre. On va travailler cette carcasse et à la mettre au frigo, etc. Donc il n'y a pas la décomposition liée au cadavre, par exemple à nous quand on meurt, ou si on est enterré, ou pourquoi d'ailleurs beaucoup de gens se font incinérer plutôt qu'enterrer, c'est justement pour éviter le devenir du cadavre, c'est-à-dire la décomposition. Alors c'est important parce que cette distinction, elle met en avant le fait que la vie, elle circule, c'est-à-dire que l'animal, il est vivant, on le tue, on a une carcasse qu'on travaille, et c'est par là que circule la vie qu'on a prise à l'animal et qui nous échoue à nous, parce qu'on mange ces produits animaux, quoi. Donc ça demanderait peut-être plus d'explications, enfin, de développement, mais Moi, je trouve que cette notion de vie est très importante, en fait. Voilà, ce cycle de vie. Oui, c'est les vies, c'est l'élevage, le fait de consommer des produits animaux, et pas seulement de la viande, hein, parce que évidemment on met l'accent actuellement sur la viande avec les lundis sans viande, les végétariens, etc. Les végétariens, être végétarien, ça change absolument rien à l'élevage, quoi. C'est une position. Soit on est végétarien et on agit aussi pour l'élevage, c'est-à-dire soutenir l'élevage paysan, etc. Parce qu'en étant végétarien, on consomme des produits animaux, donc on a la responsabilité d'emmener les animaux à l'abattoir, évidemment, hein, les poules, les veaux, les agneaux, etc. Dès qu'on mange des produits animaux, on a notre part de responsabilité, même si on mange pas de viande, dans la mort des animaux. L'objectif, voilà, on peut être végétarien, c'est un choix personnel, voilà, c'est pas le problème. Le problème, c'est d'en faire une vertu, parce qu'au contraire, c'est pas une vertu. Être végétarien, c'est une délégation de la responsabilité de la mort à ceux qui mangent de la viande. Donc, c'est pas que ceux qui mangent de la viande qui sont responsables de la mort des animaux, c'est l'ensemble des personnes qui mangent des produits animaux. Donc ça aussi, c'est important de le souligner, parce que du coup, ça met l'accent sur la responsabilité des végétariens, d'autant plus des végétariens, dans la défense de l'élevage paysan, pour que ces produits animaux qu'ils consomment, ils soient dignes et respectables, quoi. Et justement, et même s'ils entraînent la mort des animaux, que ces personnes travaillent à une mort digne des animaux. Par exemple, soutenir des formes d'abattage des animaux, d'élevage et d'abattage des animaux respectables, quoi. C'est ce que j'allais vous dire, il y a la mort des animaux, mais il y a aussi leur travail, et souvent les deux peuvent braquer. Mais vous faites parfaitement la transition avec la question que j'allais vous poser. À notre échelle, justement, face au défi du changement climatique, que pouvons-nous faire pour changer les choses? Je pense que prendre sa part dans
dans la défense, je pense que défendre l'élevage, c'est extrêmement important, surtout aujourd'hui, comme j'ai dit, à un moment donné où on nous propose l'agriculture cellulaire comme unique alternative à la violence industrielle. Il faut vraiment pas céder à ces sirènes biotechnologiques et industrielles qui sont une forme biotech des productions animales, mais on reste dans le même esprit et agir, oui, pour l'élevage paysan. Alors, soutenir l'élevage paysan, c'est un engagement pour une autre alimentation, mais c'est aussi un engagement pour les animaux, parce que l'élevage, les produits animaux, c'est d'abord des liens aux animaux. Enfin, c'est ce qu'a montré mes recherches, c'est que la rationalité première de nos liens aux animaux, c'est la relation, c'est vivre ensemble. J'ai un de mes livres qui s'appelle Vivre avec les animaux. C'est ça, l'objectif, c'est ça. Enfin, l'objectif, si c'est un objectif commun, c'est ça. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, c'est cette question-là qu'il faut poser. Est-ce que collectivement, au moins dans notre pays, mais c'est vrai pour tous les pays industrialisés, est-ce que on veut continuer à vivre avec des animaux ou pas? Et il faut prendre acte de ce que ça veut dire, quoi. Ce que ça veut dire vivre avec les animaux, ce que ça veut dire cesser de vivre avec les animaux, par exemple, en consentant à l'agriculture cellulaire, qui est le premier pas vers une rupture avec les animaux de ferme et plus largement avec les animaux domestiques, parce que les animaux de ferme sont des animaux domestiques comme les autres. Même si c'est d'une certaine manière l'archétype de nos relations des animaux de ferme, c'est des animaux avec lesquels on travaille de toute évidence, ce qui est moins évident avec un chien et un chat. N'empêche, les animaux domestiques, c'est des animaux avec qui on est au travail, donc les questions qu'on pose aux animaux de ferme et pour lesquelles on justifierait de les exclure de nos vies, c'est la même chose pour les chevaux, pour les chiens et les chats, quoi. Donc il y a cette exploitation. Oui, il y a ce côté, voilà, défendre l'élevage, il y a ça, il y a tout ce lien aux animaux que c'est 10 millénaires de vie avec eux, et puis tout ce qu'ils nous apportent. Alors c'est pour ça que la question du travail est importante, c'est que dans le travail avec les animaux, et ça c'est une hypothèse que j'ai travaillée parce que je l'ai vécu moi-même en rencontrant les animaux dans le travail quand j'étais jeune, parce que j'ai le sentiment que c'est eux qui m'ont appris à être éleveur, que évidemment moi je connaissais rien du tout. Donc tout ce que nous donnent les animaux, parce que ils sont sensibles, intelligents, on est capable de construire dans le travail un monde commun, en fait, même si les animaux ils sont dans leur monde de brebis, de cochons, etc., auquel on n'a pas accès, puisqu'on n'est ni brebis ni cochon. Donc, de toute façon, il y a dans leur monde, vraiment, on n'y rentrera pas plus qu'eux, ils ne rentreront vraiment dans le nôtre, mais il y a une interface entre nos mondes qui est constituée par le travail et dans cette interface, dans laquelle on peut vivre ensemble et se comprendre, communiquer, travailler ensemble. En fait, c'est dans cette interface-là cette interface entre nos deux mondes qu'on peut se rencontrer, exercer réciproquement notre intelligence, mettre en jeu nos affects, etc. Vivre ensemble. Et ça, c'est là que l'élevage est vraiment porteur de vie, parce que c'est ce que nous apportent les animaux là dans cette interface de travail. Il n'y a rien qui nous l'apporterait à la place. C'est une richesse si on s'en prive, si on la détruit, et c'est ce qu'a commencé à faire, c'est ce qu'a bien déjà fait la production animale industrielle, c'est-à-dire de nous couper des animaux, de les enfermer dans des bâtiments, de faire en sorte qu'on les voit plus, qu'ils soient juste des matières à produire, etc. Et du coup, toute la dimension relationnelle, on l'a reportée sur les animaux dits de compagnie. Donc, en fait, c'est les animaux domestiques tout pareil. Donc il faudrait recréer des liens entre tout ça, repenser nos liens aux animaux domestiques d'une manière plus globale, et bien comprendre que une vache, c'est un animal domestique, elle produit du lait. Un chien, c'est un animal domestique, il produit de la compagnie. Mais les deux sont au travail avec nous pour produire quelque chose. Et l'enjeu, c'est qu'on produise quelque chose ensemble, que ça soit bien pour eux, que ça soit bien pour nous, y compris pour les animaux qui finissent à l'abattoir, parce que l'enjeu, c'est pas qu'ils meurent ou pas à l'abattoir, c'est qu'ils aient une vie intéressante le temps qu'ils sont en vie, en faisant en sorte que leur vie soit la plus longue possible, évidemment. Voilà, donc si je comprends bien, vivre avec les animaux, c'est travailler avec les animaux, et dans cette notion de travail, il y a de la vie, il y a du positif. Oui, c'est toutes mes recherches sur le travail, elles sont en fait fondées sur un cadre théorique des sciences du travail qui s'appelle la psychodynamique du travail, où effectivement, le concepteur historique de cette discipline, c'est Christophe Dejour, et pour la psychodynamique du travail, travailler, c'est produire, effectivement, mais c'est aussi et surtout vivre ensemble, se produire, etc. Ce que je disais tout à l'heure, c'est le travail engage différentes rationalités. Travailler, c'est produire, mais c'est pas seulement produire, c'est aussi vivre ensemble, et c'est surtout vivre ensemble. C'est la rationalité. Moi, ce que je décris en élevage, la rationalité relationnelle qui est principale dans le rapport de travail des éleveurs à leurs animaux,
Pour la psychodynamie du travail, le travail humain, sa première rationalité, c'est le vivre ensemble. C'est vivre ensemble. Le travail, c'est vraiment le premier facteur de lien social. Donc c'est vrai que le cadre théorique que je mobilise, il porte une représentation, une vision du travail qui est tout à fait positive. En même temps, évidemment, donc tout ça, ce que dit de jour, c'est des promesses du travail. Évidemment, on n'a pas ça du tout dans la majeure partie du travail humain, pas plus que dans la majeure partie du travail animal. C'est un enjeu, transformer le travail. Voilà. C'est ce que j'essaie de faire dans mon travail, c'est d'apporter des éléments pour transformer le travail. Pas pour sortir les animaux du travail, pas pour libérer les animaux, mais pour transformer le travail avec eux. Quand même l'idée aussi que transformer le travail avec les animaux, quelque part, c'est aussi un outil pour transformer notre travail à nous, entre humains, parce que les animaux font partie des rapports sociaux. En fait, c'est des acteurs sociaux, pas comme les autres, parce que on n'est pas de la même espèce et qu'on ne vit pas tout à fait dans le même monde, même si dans le travail, voilà, ce que je disais, on est dans une interface commune. Mais voilà, les animaux, c'est des acteurs du travail, ils sont dans les rapports sociaux. Et donc, la façon dont on travaille avec eux, c'est vraiment l'écho de la façon dont on travaille entre nous. Donc, je pense que changer, réfléchir, transformer nos rapports de travail aux animaux, c'est quand même un éclairage sur ce qu'on pourrait faire, nous, aussi, pour transformer le travail humain, quoi. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, je crois que c'était, pardon, c'est un petit aparté, mais Gandhi qui disait que la santé d'une société est traduite par la façon dont elle traite ses animaux. On peut prendre cette phrase à double sens, enfin à plusieurs. Oui. C'est-à-dire, moi, ce que j'insiste, c'est que les animaux sont dans les rapports sociaux, et donc voilà, ils sont pas à côté, ailleurs. C'est-à-dire la société dans laquelle ils vivent, la société humaine dans laquelle ils vivent, notamment dans le travail, c'est la nôtre. Voilà, la façon dont on a construit le travail avec eux, ces systèmes industriels, là, c'est une idée de ce que c'est que le travail humain. Voilà, l'usine, la productivité, l'efficacité, la rentabilité, la performance, la mesure, l'évaluation. Voilà, c'est tout ça, c'est le travail humain. Je veux dire, le travail humain, on pourrait le décrire rien qu'en décrivant les productions animales aujourd'hui. Et l'enjeu, c'est vraiment de le transformer, quoi, et pour les animaux et pour nous. Jocelyne Porcher, merci beaucoup. Merci. Nous remercions vivement Jocelyne Porcher d'avoir participé à Voices for Change, le podcast événement en l'honneur du 30e anniversaire d'EcoCert. Dans les prochains épisodes, nous parlerons biodiversité terrestre et marine. Nous tenterons de clarifier l'ensemble des enjeux de la protection du vivant. Nous établirons le lien, a priori pas si évident, entre agriculture biologique et empowerment des femmes. Nous essaierons de comprendre en quoi les ODD de l'ONU peuvent inspirer les stratégies RSE des entreprises, mais aussi en quoi les normes nourrissent et guident le développement durable. Nous irons au cœur de l'Europe, puis d'Inde en Afrique. Bref, 10 épisodes pour déterminer la meilleure façon de relever les défis des changements climatiques en compagnie d'illustres experts. À très vite pour un nouvel épisode.